Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 mars et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de la rencontre entre Liverpool et Galatasaray. Liverpool a fait une formidable remontée, un très beau carton et sera donc le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Alors à quoi doivent s'attendre les Parisiens? On aura un premier élément de réponse avec le débrief de la rencontre. On parlera également du festival offensif du Bayern Munich qui décidément a été sans pitié sur la double confrontation avec l'Atalanta. On évoquera des premières amendes qui sont tombées côté IPTV et j'aurai bien des commentaires à faire sur cette situation même si ce n'est pas simple pour l'ensemble des parties, vous le verrez. On évoquera la situation médicale de Barcola, et ce sont de mauvaises nouvelles, et l'avenir de Greenwood qui pourrait s'inscrire loin de l'Olympique de Marseille. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Bon, Galatasaray s'est fait complètement atomiser, un 4-0 qui a été infligé par Liverpool et traité moi de fou, mais l'équipe anglaise aurait pu être encore plus efficace à mon sens, le score aurait pu être encore plus sévère, c'est vous dire à quel point ça a été une véritable correction. Voici les compos qui étaient alignés, je vous propose de commencer par Galatasaray, Osimhen qui sort et qui a probablement une fracture du bras, sa mi-temps a été mauvaise, mais on lui souhaite surtout un bon rétablissement. Singo qui signe un match assez loin de celui qu'on pourrait attendre d'un mec qui a été recruté pour environ 30 millions d'euros, et au moins tes latéraux ont fait le taf. Je pense surtout à Sacha Boey qui de son côté fait un match honorable, mais c'est bien la seule chose à sauver du côté de Galatasaray. Pour Liverpool, on a un très beau but de Mohamed Salah, mais c'est pas forcément ce que je retiendrai le plus parce que l'Égyptien a fait une rencontre qui au-delà de ça pouvait être qualifiée d'assez décevante. Florian Wirtz, c'est un petit peu la même chose. Non, je retiendrai surtout l'immense Szoboszlai, mais ça commence à devenir une habitude. Et Hugo Ekitike qui a fait un match qui, dans le jeu, en plus évidemment de son but, a été assez intéressant. Et d'ailleurs, depuis quand il y a une hate Hugo Ekitike? Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux être assez sévères envers lui. C'est un joueur qui a eu des déclarations d'après-match où il était qualifié de prétentieux, mais en fait, c'est juste un mec qui est plutôt sûr de lui, et je trouve ça logique qu'il soit sûr de lui vu son statut dans le foot. Je trouve même que c'est une qualité. Par exemple, après son échec au Paris Saint-Germain, s'il n'avait pas été sûr de lui, croyez-moi, il n'aurait pas su rebondir. Donc franchement, j'ai du mal avec cet appel à l'ultime humilité de la part des supporters à certains footballeurs. C'est normal que ces mecs aient une haute opinion d'eux-mêmes, finalement, c'est ça qui les a portés à ce niveau de performance. Alors, sinon, sur la rencontre en elle-même, finalement, c'était un match peut-être un peu plus ouvert, même du côté de Galatasaray, que ce qu'on pourrait croire avec le score. Il y a eu des occasions, ça a été un match finalement où Liverpool a tenté sa chance, avait envie de faire mal à l'adversaire, et ça s'est vu. Il y a quand même toujours une question d'efficacité, pour moi, du côté Liverpool, malgré les 4 buts au cours de cette rencontre. Et est-ce que le Paris Saint-Germain sera favori face à Liverpool? À mon sens, plutôt oui, parce que Liverpool va avoir petit 1 un calendrier assez dur à aborder, petit 2 des joueurs qui sont pas tous dans la forme de leur vie, et petit 3, je suis curieux de voir ce que pourra faire Arne Slot face à Luis Enrique. Je vais pas trop appuyer sur le coach des Reds, mais c'est mon principal point d'interrogation pour être honnête. 10-2 sur la double confrontation. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le Bayern Munich a atomisé l'Atalanta. Pour tout vous dire, l'Atalanta, sur ces 2 matchs, a pris autant de buts que le Bayern Munich sur l'ensemble de sa campagne de Ligue des Champions. Alors oui, il y a un nouveau carton, vous voyez le score, ça a fait 4-1 pour le match retour. À l'Allianz Arena, il ne s'agissait pas de faire simplement figuration et valider le ticket, non, il y avait à nouveau une démonstration de force. Voici les compos qui étaient alignés avec ce cher Harry Kane de retour de blessure, doublé dans un but sur penalty, ça fait 47 buts en 39 matchs cette saison, ça n'a aucun sens. Olysée qui était suspendu, Karl l'a bien remplacé, et puis j'ai envie de souligner également Luis Diaz qui a fait une bonne rencontre et qui est définitivement une des recrues les plus intéressantes de ce mercato estival. C'est un joueur qui a coûté cher, c'est un joueur qui venait d'un grand club, Liverpool, dans un autre grand club, le Bayern Munich, mais paradoxalement j'ai pas l'impression qu'on ait plus parlé que ça de ce transfert, alors que finalement c'était un mouvement extrêmement intéressant. Alors paradoxalement, au cours de cette rencontre, malgré le score qui donne l'impression d'une rencontre à sens unique, c'était assez équilibré en termes de buts attendus. T'en as 2,30 en face quand même, à peine moins que le Bayern Munich.
Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais ça vous montre que le Bayern a été d'une redoutable efficacité. Ça vous montre aussi que le Bayern est une équipe qui se livre, qui fait plaisir à voir, mais bon, c'est également parce que le Bayern avait tellement de buts d'avance qu'il pouvait se permettre de prendre des risques. En tout cas, le Bayern Munich est un de mes favoris pour la compétition. C'est une équipe qui est très agréable à voir jouer, c'est une équipe qui n'a pas peur de se découvrir et qui fait parler sa puissance offensive, et c'est une équipe qui a de très bons résultats, tout simplement. Les premières amendes pour l'IPTV sont tombées, alors attention, c'est annoncé en grande pompe, mais je dois être honnête de mon côté, je trouve pas ça extrêmement dissuasif et je suis même étonné que la LFP l'annonce avec tant de fierté. En fait, c'est 20 personnes qui ont été sanctionnées. Déjà, petite pensée pour ces 20 personnes qui avaient autant de chances d'être sanctionnées que de se faire frapper par la foudre, parce que c'est 20 sur un public d'utilisateurs d'IPTV en France qui, à mon avis, dépasse allègrement le million d'utilisateurs. Et sur les amendes, on parle de 300 à 400 euros, et là j'ai fait rapidement le calcul dans ma tête, je me suis dit que les mecs avec leur IPTV ils cumulaient un nombre d'abonnements absolument hallucinant et que finalement, même s'ils l'utilisaient que depuis quelques mois, je parle même pas d'années, bah financièrement, paradoxalement, les mecs restent gagnants, même en ayant eu la malchance ultime de se prendre une amende. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de vous encourager au piratage. Je vous rappelle qu'il y a quand même une offre légale qui est en train de se développer, qui est pas inintéressante, notamment si vous avez plus de 26 ans, il y a des offres qui méritent qu'on s'y attarde. Je vous rappelle que le foot français est en galère. Je vous rappelle également que l'IPTV, ça finance des trucs que vous avez probablement pas envie de financer, mais je suis pas là pour vous faire la morale. Je me devais simplement de dire ça parce que je veux pas non plus que cette news soit perçue comme une incitation au piratage, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est plutôt que ces amendes, elles sont pas assez dissuasives. Alors, l'idée, c'était de passer ça en express, en composition pénale pour envoyer un signal immédiat. Mais vu le montant, je trouve que le signal, il est un peu mi-figue, mi-raisin. De toute façon, la réalité de la lutte contre le piratage, on la connaît. Il faut lutter contre ceux qui proposent les IPTV, mais c'est un peu comme une hydre. À chaque fois que tu coupes une tête du réseau, t'en as deux qui repoussent, donc c'est relativement complexe. Il faut développer l'offre légale. Aujourd'hui, l'offre légale est critiquable, mais je trouve qu'on avance dans le bon sens, donc reste à voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, la lutte contre l'IPTV commence timidement, mais commence réellement. Très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour Barcola, le verdict est tombé concernant la blessure de Bradley, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition, certains vont même jusqu'à arrondir ça à grosso modo un mois, il faut donc considérer qu'il ne sera pas disponible pour la double confrontation en Ligue des Champions face à Liverpool. Il faut évidemment prendre en compte que sur un joueur qui a les qualités physiques de Bradley Barcola, tu as le temps d'absence, mais tu as également le temps qui est nécessaire pour revenir à ton meilleur niveau, et là il faudra peut-être être un petit peu patient avec l'ailier français. C'est un comble parce que finalement je vous parlais de Barcola il y a quelques jours seulement en disant qu'une de ses grandes qualités c'était sa solidité physique. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il enchaîne les matchs avec un très gros volume de jeu, il a pas beaucoup de pépins, mais là ça arrive au pire moment non seulement parce que en termes de calendrier tu as des échéances importantes qui approchent, mais aussi au pire moment parce que Barcola il était de retour à son prime, à sa pleine forme sur ses derniers matchs, c'est tout de même 5 buts en 6 matchs justement, il était plus tranchant physiquement, tu sentais qu'il revenait dans une bonne passe après une période où il avait été un petit peu critiqué, donc je suis dégoûté pour lui, ça doit être extrêmement dur mentalement. Du côté du Paris Saint-Germain, tu peux te dire que ça donne une occasion à Désiré Doué de reprendre sa place, de prouver qu'il mérite d'être titulaire, donc tâche à lui de réussir à répondre à cette demande. La Juventus voudrait Greenwood selon la Gazzetta dello Sport en Italie. Alors évidemment, si Marseille ne décroche pas la Champions League, ça deviendra un impératif que de vendre des joueurs, mais même si Marseille décroche la C1, eh bien on sait que l'effectif marseillais bouge beaucoup et que l'achat-revente, c'est un petit peu une des bases du club, même si on ne sait pas de quoi sera fait demain, vu comment ça bouge dans la direction olympienne. Alors évidemment, Greenwood, c'est un dossier particulier, et du côté des Marseillais, il ne faut pas rêver à une fortune incroyable, puisqu'on rappelle que Manchester United a des droits à la revente, 50% sur la plus-value ou sur le transfert sec, ça dépend des sources. Moi je pense que c'est plutôt sur la plus-value puisque c'est ça qu'on voit habituellement dans le football. On rappelle que l'éléphant au milieu du couloir concernant Greenwood, c'est évidemment le fait que Manchester United l'a évacué en catimini, ne voulait plus l'avoir dans son effectif, mais de manière assez hypocrite a quand même mis une clause pour se faire de l'argent sur son futur transfert, parce que le joueur a tapé sa femme et plein d'autres choses où on a eu des photos, des
vidéo, je vais pas revenir là-dessus, mais évidemment c'est assez désastreux, c'est assez lamentable, j'ai déjà assez disserté sur ce que je pensais de cette affaire, c'est juste effroyable de voir que de bonnes performances permettent d'oublier tout ça, mais en tout cas c'est le football et c'est une réalité. Manchester United a bien utilisé l'Olympique de Marseille comme une machine à laver et ça semble fonctionner puisque la Juve est intéressée et à mon avis bien d'autres clubs. Alors à combien est valorisé Greenwood aujourd'hui ? Officiellement, il est valorisé à 50 millions d'euros. Je trouve ça relativement peu. Je dis pas que c'est un joueur qui vaut 100 millions d'euros, faut pas non plus s'emballer, mais je le mettrais un petit peu plus. Mais ce qui est délicat avec Greenwood, c'est qu'il y a l'impact de sa réputation qui est assez dur à mesurer. En termes de performance, par contre, ça met tout le monde d'accord. Alors certes, il fait pas toujours les efforts défensifs, on peut lui reprocher ça, mais cette saison, avec l'Olympique de Marseille, c'est 25 matchs, 8 passes décisives en 38 buts, et la saison passée, c'était déjà intéressant. Donc à voir la suite pour Greenwood, est-ce que ça se fera du côté de Marseille ou ailleurs ? Aujourd'hui, c'est très dur à dire. Terminé pour le journal du jour. Hier, magnifique lapsus, quand je parlais de Safonov, je l'ai nommé Donnarumma. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aussi gros lapsus, j'en fais très régulièrement, c'est un peu ma marque de fabrique. Ici, inutile de vous dire que c'est l'habitude de parler du portier parisien désormais à City qui m'a rattrapé. Cet après-midi, nous parlerons du FC Barcelone, tout simplement. Il y avait beaucoup de matchs de Champions League, c'était délicat de tout caser dans le journal. On va se rattraper avec un sujet un peu plus global sur le Barça, sur la chaîne principale. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!